Il y a trois façons dont on pourrait vous aborder. La première, c'est de dire que vous êtes cuisinier de l'année du Goemio. La deuxième, cuisinier de l'année du Goemio plus 2 étoiles au guide Michelin. La deuxième façon, c'est de dire que vous êtes un athlète de haut niveau, un basketteur de haut niveau. Vous avez cumulé pendant longtemps d'ailleurs le basket de haut niveau et la cuisine. Et puis la troisième, c'est de parler de l'adolescent que vous étiez, qui passait du temps avec sa mère sur les rives du fleuve Congo, où il apprenait la patience, probablement. Quelle est la bonne image? Quelle est celle que vous retenez? La seule image que je retiens, c'est être soi-même, assumer évidemment qui l'on est, apprendre au quotidien sa vraie passion, vivre avec une liberté intellectuelle, je pense, qui n'a pas de prix, ne pas avoir peur de soi-même, pas plutôt des autres, mais ne pas avoir peur de soi-même, d'aller au fond des choses, de créer, quand je dis de créer, c'est de créer la curiosité sans jamais se soucier de quoi que ce soit, avec indépendance. Je pense que c'est ça, tout simplement. Vous faites une comparaison entre votre métier de chef et le basket de haut niveau. Oui. Quels sont c'est le management de l'équipe qui est important pour vous? En fait, Success Story, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est à un moment donné, quand j'ai abordé mon univers, ou même quand j'ai pu découvrir en étant salarié, ou même en étant commis, demi-chef de partie, second tournant, dans différentes maisons que j'ai pu faire. J'ai eu la chance évidemment de pratiquer du basket en parallèle, et ce qui m'a permis d'avoir un exutoire aussi bien intellectuel qu'un exutoire physique. Et ça m'a permis de comprendre en fait des comportements et surtout des visions de chefs et d'entraîneurs, mais surtout d'esprit d'équipe qui faisaient la cohésion et qui permettaient d'avancer ensemble. Toujours dans un objectif commun qui était le projet du coach ou le projet du chef. Ce que vous disiez, c'est que pendant longtemps, vous êtes passé d'un univers à l'autre. Et finalement, le coach de basket, il n'en avait rien à faire du fait que vous deviez être performant dans les cuisines. Et votre chef de cuisine, il n'en avait rien à faire du fait que vous deviez être performant en basket. En fait, ça demande évidemment une double performance. Parce que lorsque vous commencez le matin à 4 heures du matin, où vous recevez, on va dire, tout le garde-manger, et que vous travaillez, on va dire, en continu jusqu'à 17h30, et que vous allez pour l'entraînement de 18h jusqu'à 20h, l'entraîneur, lui, il est là, il n'a pas besoin de savoir les 8 ou 12 heures que vous avez pratiqué avant. Aussi bien que le chef de cuisine, quand il est là au service, s'il vous réclame quelque chose, le faire avec précision, avec exactitude, la mise en place qui est demandée, après des postes que vous devez gérer. Mais pareil, il n'a pas besoin de savoir si vous êtes entraîné avant ou si vous avez couru 2 ou 3 km. Donc ça, on va dire, ce côté où, évidemment, on ne se sent pas redevable, mais on doit prouver 2 fois plus son intégrité vis-à-vis de ses propres collaborateurs. Moi, je travaillais en continu, ou je travaillais tard la nuit, je faisais de la mise en place la nuit pour montrer ma gratitude de me laisser au sein de son Quand est-ce équipe. que vous dormiez? C'est ce qu'on a envie de vous dire. Vous êtes comme Macron, vous dormez 2-3 heures par nuit? Non, je n'irai pas jusque-là, mais moi je suis un insomniaque, donc j'ai pas de problème au niveau du sommeil, donc ça va, je vis bien. Si vous voulez, j'avais cette énergie incroyable. Avec le recul, je ne vous cache pas que maintenant, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais je le referais 2 fois si je pouvais. C'est-à-dire, c'est vraiment comprendre ces deux fragments qui m'a permis d'en être là, je dirais peut-être aujourd'hui, mais c'est surtout grâce à mes collaborateurs, grâce à tous les gens qui m'entourent, et comment j'ai pu, dans mon univers, amener les gens dans mon univers, mais aussi disséquer chaque individu pour aller à l'instant T qui va être le service et l'histoire qu'on va pouvoir raconter. Vous êtes passionné par le management, je pense qu'on peut le dire. Disons que... Vous en parlez comme peu de chefs en parlent. C'est-à-dire peu de chefs parlent de management en général. Non, si, maintenant on en parle, je pense. Mais moi, par exemple, je me suis rendu compte à la fin de ma carrière sportive que j'étais capitaine dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai pu évoluer, que ce soit l'équipe de France Cadet, l'équipe de France Espoir. Même des fois, quand ma première année chez les pros, voilà, bref. Mais je veux dire par là, c'est que je n'étais pas forcément le meilleur joueur, mais j'étais ce qu'on appelle un leader. En cuisine, il faut être le meilleur pour être un leader. Donc, c'est 2 univers totalement différents. On ne peut pas être le meilleur en sport pour être leader, mais en cuisine, il faut l'être. Et ça, la cuisine est plus exigeante que le sport, finalement? Alors, ce sont 2 mondes parallèles qui sont, pour moi, qui sont très forts. L'exigence, la passion, la répétition, l'implication sont des choses, évidemment, qui sont là, mais aussi l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle est importante. Le contrôle de soi, faire attention aux gens qui vous entourent et comprendre aussi que dans le sport, par contre, comprendre une chose, c'est que nous, on est habité par quelque chose qui nous anime tous les jours, mais que les gens qui vous entourent ne sont pas forcément habités par la même
on va dire, intensité La que même vous. passion, le même feu. Le Ouais. même feu et surtout la même flamme. Des fois, elle peut être plus petite, plus grande, même si elle y est. Donc il faut comprendre ça. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément aussi, je dirais, amènent à pouvoir résister à l'effort physique, plus ou moins que d'autres. Et ça demande de l'entraînement, de la répétition, mais surtout un exercice psychologique et cérébral très fort. Ça, c'est vraiment très Quand vous important. dites qu'il faut savoir se réinventer dans son époque, ça veut dire quoi? C'est une phrase qu'on a évoquée durant la préparation de cet entretien. Ouais. Savoir se réinventer dans son époque, ça veut dire quoi? Ça veut dire être totalement toujours attentif. J'ai un chef, Christian Eusker, qui dit qu'il faut regarder dans le rétroviseur en permanence pour voir le chemin parcouru, mais aussi ce qui arrive, les tendances, les nouveautés. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses? Non, je dirais que simplement, moi, je me défais de ça un maximum. C'est-à-dire que j'essaie déjà de me comprendre, parce que ça paraît bizarre, mais d'essayer de comprendre et d'apporter. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est essayer d'apporter un soutien d'expérience et de vision à toute mon équipe. Le reste, après, pour moi, on va dire, ça ne touche pas, ça transpire. Alors, c'est ça qui est important, c'est de rester dans son. Moi, je suis peut-être quelqu'un d'un peu autarcique, mais c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose. Voilà, je crée mon monde. J'ai voulu le façonner à ma manière, j'ai voulu le polir à ma manière. Alors, comment vous décririez ce monde alors pour l'extérieur? Quel est votre univers? Comment... L'univers, à un moment donné, c'est de créer évidemment une vie évidemment, une vie sociale au sein d'un établissement où on sait très bien que ça va être très compliqué avec l'implication que l'on peut avoir au quotidien. Donc c'est par petites touches, mais c'est surtout que tous les gens qui vous entourent ont un projet individuel dans un projet collectif. Personne ne peut être là juste pour être là. Chaque personne qui est là sait pourquoi elle doit être là et où elle veut aller. Et après, nous et à moi, de faire en sorte qu'elle puisse aller là où elle veut aller. Donc votre réussite, c'est une réussite collective, c'est ce que vous dites. Elle est essentielle. À un moment donné, je vous ai dit, quand j'ai vu le parallèle entre la vie sportive et la cuisine, par exemple, il faut donner à un moment donné un temps de souffle à ses collaborateurs, dans le sens où il ne faut pas qu'on se fasse emmener, vous savez, des fois dans le service, par cette euphorie et cette rapidité des fois, ou cette vitesse d'exécution qui peut nous faire défaut. Un exemple, si vous prenez des chanterelles, voilà, les chanterelles, nous, voilà, à ce moment, on fait les chanterelles. Dès qu'on les met dans notre beurre de genièvre, chanterelles, beurre de genièvre, sel fin, on attend, elles vont cracher l'euro, on va déglacer au jus de pamplemousse et après on va mettre notre jus de cochon. Voilà. Si jamais les chanterelles, on les a lancées, perdent l'euro rapidement et qu'on déglace le jus de pamplemousse trop tôt, ça va devenir quelque chose, vous savez, de très lisse, de très aqueux, et le jus qu'on va vouloir glacer ne sera pas présent. Les résultats, on sera un peu moins. Ça, c'est ce détail-là. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? La patience. La patience du produit, la patience de latence. Attention, attends 15 secondes, t'inquiète pas. C'est toute une... Je sais pas, pour moi, ça me paraît fixe. C'est tout un univers. Et après, il faut sentir les choses. C'est-à-dire que voilà, on sait à chaque service si les gens sont bien, sont pas bien. On voit si ça va aller. Et votre cuisine à vous la décririez comment? On a dit torréfiée, fumée, épicée, forte. Je dirais, moi, je fais ce que je suis. Faites ce que vous êtes. Après, on a trois traceurs très très forts qui vont être la torréfaction, le piment, les épices, et qui sont là depuis longtemps. La torréfaction, ça fait 10-12 ans, dans laquelle on est en travail perpétuel. Les épices, elles font partie de mon ADN parce que, évidemment, je suis né au Congo, en Afrique, à Pointe-Noire. Donc, il y a un panel de 200 à 250 épices différentes. Et après, il y a le piment. Le piment qui est là, qui va être un traceur très très fort. Pourquoi? Mais pas le piment par le feu, le piment par le goût. Où là, justement, on a appris à dompter le piment dans ces différentes strates et qui permettent justement d'avoir ces teintes, on va dire, plus ferreuses, plus métalliques, plus amères, plus spongieuses. Et comment elle peut apporter une acidité douce ou un élément, on va dire, aqueux, non spongieux, et qui va donner une teinte de réglisse ou qui va donner une teinte peut-être de massis dans une préparation à laquelle on n'est pas obligé même d'avoir la matière, dire massis, dans sa définition propre. D'accord. Ça, c'est vraiment un travail de recherche vraiment très important. Et la prochaine étape pour vous, c'est quoi? Parce que vous avez déjà obtenu beaucoup de récompenses, Alors, vous avez un restaurant, vous êtes heureux finalement quelque part? Oui, bien sûr. Très heureux évidemment des récompenses qu'on a reçues. C'est des choses improbables et inespérées, à laquelle moi je suis très fier, bien évidemment. Les prochaines étapes, c'est quoi? C'est d'apprendre à comment se construire dans l'effort, dans le temps.
Comment arriver évidemment à pouvoir garder cette même flamme, cette même énergie encore pendant 5, 10, 15 ans. Donc continuez à faire ce que vous faites et De toute façon, approfondir ce que vous faites. toujours. Moi, la cuisine, c'est ma vie. La cuisine, c'est ce que je suis. Je ne peux pas faire sans. On va dire mon lien social, c'est mon équipe, c'est mon moteur. Les gens qui sont autour de moi, c'est mon énergie. Mes clients, on a un restaurant qui est transversal. C'est-à-dire qu'on a pris possession pratiquement toute la salle du restaurant maintenant au niveau du service. Et ce qui permet aussi un échange direct avec nos clients, ce qui permet vraiment des choses formidables. On a des mots frissonnants, on a des câlins généreux, on a des larmes incroyables. On vit des choses passionnantes tous les jours, même si on sait que c'est un travail dur, je le sais. Mais c'est ça qui nous donne le moulin et le moteur. Et puis enfin, on a des équipes, moi je vois des équipes grandir. Aujourd'hui, j'ai Antoine qui doit être dans le coin, qui n'aime pas qu'on parle de lui. Alors Antoine Blanchard là-bas, vous pouvez le regarder, il a une veste kaki, c'est le seul mec qui ressemble à un chasseur. Bonjour Antoine. Alors, Antoine, c'est quelqu'un qui est venu il y a quelques années, il est venu pour 3 mois, il était bûcheron. Maintenant, il fait partie des éléments majeurs de notre restaurant. C'est quelqu'un qui comprend très bien la philosophie. C'est quelqu'un qui, on est content. Moi, je suis content de l'amener ici. Je suis fier de lui parce que c'est quelqu'un qui s'est donné, garçon réfléchi, garçon pertinent. Moi j'aime ça, j'aime les gens qui n'ont pas peur d'aller au bout de leurs propres limites et qui se disent un jour, justement, comme vous disiez tout à l'heure, regarde peut-être dans le rétroviseur, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais même pensé même. Et moi je pense que c'est ça, mais je pourrais faire. Voilà. Et moi je trouve que ça c'est formidable. Merci beaucoup, on l'applaudit. Alexandre Madia. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense qu'il y a peut-être des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Alexandre Madia? Oui, Stéphane Méjanet, c'est une question. Attendez, non, on est riche, on a plusieurs micros quand même. Hop. Oui, Alex. Tu parlais de continuer. Dans le sport, parfois, on se dit que les sportifs font parfois le match de trop. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est les limites physiques, psychologiques de la vie. Sûr. Est-ce qu'il y a cette idée aussi que, contrairement aux anciens qui parfois se sont tués à la tâche? Je pense que la clé, comme on disait tout à l'heure, elle est là. C'est de savoir qu'à un moment donné, dans cette euphorie, on va dire peut-être dans cet embrasement, peut-être parfois, il faut avoir la lucidité de se dire, justement, comme je disais tout à l'heure, comment trouver le meilleur confort possible à tout le monde pour pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et je dirais qu'on sait que les sportifs de haut niveau, toi, on les vit en sportifs 35, 40 ans, une bonne hygiène de vie, des mythes comme Michael Jordan, etc. Mais je dirais même que la cuisine, c'est plus qu'un sport de haut niveau. Quand on est vraiment imprégné, ça peut être très dangereux. Comme on dit des fois, on se perd dans sa cuisine. Je pense que c'est important de garder comment dire, c'est pas évident, mais ce point de recul et de faire attention. Comment se poser les bonnes questions, comment faire pour durer, mais durer dans l'intelligence, pas durer pour le plaisir d'être ensemble, pour le plaisir de partager, pour le plaisir de créer, pas subir, pas une espèce de soumission continuelle. Ça c'est vraiment important. Emmanuel? Oui. Emmanuel Rubin. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est que vous ne regardez pas trop dans le rétroviseur, vous avez votre univers, votre bulle. Vous avez dit que quand vous avez commencé la cuisine et aujourd'hui encore, vous ne vous souciez pas trop des autres. Je voudrais savoir, la cuisine c'est aussi se soucier des autres puisqu'on s'adresse à un public. Comment ça se passe si jamais dans votre salle, des gens n'entraient pas dans votre histoire, ce qui peut arriver? Bien sûr. Comment vous essayez de les rattraper? Comment, à terme, sans vouloir amener tout le monde, vous essayez quand même d'en amener le maximum parce que quand on prend beaucoup de risques, c'est parfois au risque aussi d'écarter le plus grand nombre et de faire une cuisine élitiste. Je comprends je comprends tout ça ce que tu veux dire, mais moi je fais pas les choses pour créer la surprise volontairement aux gens. Quand je dis, quand je regarde pas dans le rétroviseur, c'est que par là, c'est que comment expliquer, je ne me défais pas de ce que j'ai fait au préalable avant. Je sais ce qu'on a construit pour pouvoir y arriver. Je sais la valeur des choses pour pouvoir la construire. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, par contre,
qui ne sont pas forcément sensibles à ce que l'on propose tout le temps. J'arrive à l'accepter, j'arrive à le comprendre. Alors j'essaie, justement, j'écoute. Comme je disais tout à l'heure, on a un restaurant transversal, donc c'est très agréable. Donc du coup, on a un pouvoir de réactivité très très vite. C'est super parce que voilà, un client va vous dire, moi, je vais vous rapporter une anecdote très simple. On a quelque chose qui est cher, c'est œufs de truite et saumon sauvage marinés au saké, noisettes et lait fumé. Et les noisettes, à un moment donné, elles ont un contrôle vraiment important dans la structure du plat. Et à un moment donné, il était dit que, voilà, 2-3 fois, j'ai entendu c'est super votre truc, mais il y a trop de noisettes. Ok, très bien, trop de noisettes. Ok. Au départ, vous savez, vous avez la réponse bête, il a rien compris, il a la palette de chevreuil, bon voilà, vous avez rien. Stupidité. Et puis une ou deux fois, il faut savoir écouter, il faut savoir être à l'écoute. Encore aujourd'hui, ça paraît vital. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de totem absolu. On écoute, on regarde, on échange. Nous, on échange beaucoup entre nous, on goûte énormément. Voilà, on est capable d'accepter que quelqu'un n'ait pas été touché par notre histoire. Et au contraire, c'est bien parce que ça nous permet d'avancer, d'évoluer et de comprendre autour, à côté, ben voilà, vous voyez, et peut-être des choses que nous, on n'a pas peut-être su amener correctement pour qu'elles puissent rentrer dans notre histoire. C'est toujours cette perpétuelle réflexion continuelle qui nous anime. Ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Alexandre Madia. Merci à vous, merci.